Merci à vous toutes et tous d'être là. Je suis ravi de vous voir, de vous revoir. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, j'ai l'esprit plus tranquille puisque je n'ai pas à intervenir. Je ne boude pas mon plaisir et je le dois pour cette fois-ci à Alain de Police qui est à mes côtés. Et je voudrais le remercier très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Il est pertinent, me semble-t-il, à plus d'un titre. D'abord, c'est quelqu'un qui s'est entiché de la pensée d'Edgar Morin, ce qui me le rend sympathique, évidemment. Mais il est arrivé, non pas directement, je dirais, par la lecture, en partie par la lecture, mais aussi par sa pratique. C'est-à-dire une pratique interdisciplinaire, multidisciplinaire et peut-être transdisciplinaire. Alors, il est l'auteur d'une œuvre conséquente, plusieurs ouvrages dont le dernier en date est excellemment préfacé, qui s'intitule « Naissance de la transdisciplinarité ». Mais il a par ailleurs écrit, par exemple, Travailler ensemble, un défi pour le médico-social, ou encore L'agir pluridisciplinaire, éthique et réflexivité. Bon, on voit bien qu'on est en terre familière, qu'il va nous donner les enseignements qu'il tire un peu de cette pratique maintenant relativement ancienne pour faire travailler ensemble. Donc je suis très heureux de l'accueillir et je vais lui donner la parole pour à peu près 1h15 de conférence et ensuite nous aurons des questions. À la suite de ces questions, on aura notre petite pause rituelle. Je ne fume plus, donc... Bon. Et après, on parlera un petit peu de la vie de notre association. Voilà, je donne la parole avec beaucoup de plaisir à Alain de Police. Bonjour. Le travail collectif que je vais vous présenter remonte à son origine il y a une quarantaine d'années. C'est dire que j'ai eu maintes fois l'occasion de le présenter à ces divers stades d'évolution. Ce travail, je suis d'autant plus heureux de vous le présenter aujourd'hui dans l'enceinte de cette université populaire dédiée aux travaux et au foisonnant patrimoine qu'Edgar Morin nous a légué. Ce en quoi je remercie Pascal pour cette invitation et à travers lui Edgar Morin, puisque c'est lui qui nous a mis en relation. Lorsque je parle d'un travail collectif, c'est dire immédiatement qu'il n'a pas été pensé dans l'enceinte feutrée d'un cabinet, mais qu'il est bien un travail de terrain. C'est un travail qui s'est construit au fil des rencontres avec une équipe pluridisciplinaire qui s'est ouverte au travail en partenariat avec d'autres services chargés d'autres missions. Au fil des années, nous avons créé une association qui s'appelle Pluriacte, atelier de la pluridisciplinarité en acte au service de la personne vulnérable. Ce groupe a à son actif, comme le disait Pascal, de nombreux articles et plusieurs ouvrages. On aura l'occasion d'en parler lors de cet exposé. Avant d'entrer dans ce qui a été la matière de ce cheminement,
je voudrais faire un détour en Afrique du Sud. Lors de son discours d'ouverture au Parlement de Johannesburg le 2 février 1990, Frédéric de Klerk annonce « L'heure de la négociation est arrivée ». Mandela est libéré et à partir de ce moment-là s'engagent les négociations, effectivement, entre les délégués de l'ANC, le parti de Mandela, et avec les délégués du pouvoir blanc. Pour prendre la mesure de cet événement, il faut nous rappeler, mais vous connaissez ça très bien, de ce que fut l'Afrique du Sud, à partir en particulier de 1948, date qui institue l'apartheid et qui va être à l'origine de déportation de populations entières vers des terres de misère, qui va être l'objet de massacres. Ce stade où il est enseigné aux Bantous qu'il ne peut pas être l'égal du blanc. Les seuls rudiments d'éducation qu'on lui concède consistent à lui donner les bases pour être un rouage utilitaire de la société des Afrikaners. Chemin faisant, l'ANC, nourrie de cette belle pensée de l'Ubuntu qui est cette culture africaine où l'on existe uniquement par rapport à l'autre. C'est une culture fondamentale de solidarité qui permettra qu'il y ait des défilés de manifestations pacifiques en Afrique du Sud avant que finalement, là, de cet état de violence raciale, eh bien, des groupes terroristes commencent à agir, un blanc, une balle. Il nous faudra donc essayer d'éclaircir ce processus qui a permis, grâce à la forte personnalité de Nelson Mandela, de permettre à l'Afrique du Sud d'advenir en tant qu'État démocratique multiracial. Le travail que je vous présente a son origine dans l'histoire d'un service qui s'est colté la question « Comment mieux travailler ensemble ?» Au fil des années, cette équipe s'est livrée à une analyse institutionnelle. Elle s'est arrêtée à tous les écueils rencontrés. Elle s'est efforcée pour chacun de ces écueils d'apporter la meilleure réponse possible. C'est ainsi que cette équipe a confectionné une sorte de boîte à outils pour répondre aux difficultés qu'il y a à travailler ensemble. Et puis, chemin faisant, ce collectif s'est engagé dans le projet de constituer un processus permettant de soutenir l'éthique d'un collectif et de permettre d'avoir des effets de cohérence. Nous nous trouvons là dans une réponse, parmi d'autres, au défi lancé par Nicolescu de penser à travers, au-delà de nos disciplines, à savoir au-delà de nos différences. Je vais donc tenter de vous faire partager ce parcours réalisé par cette équipe qui va faire vivre la transdisciplinarité dans le quotidien de ses engagements professionnels et qui va de fait mettre en relief les conditions qui permettent à ces acteurs d'entraîner une dynamique transversale.
Nous verrons ainsi comment cette question « comment mieux travailler ensemble » a évolué en d'autres termes, comment penser ensemble, comment penser l'ensemble, pour finalement voir se profiler une autre question, comment mieux vivre ensemble. Le cadre qui sert de référence à ce développement est un service d'accompagnement pour enfants en situation de handicap. Il concerne des enfants scolarisés en milieu ordinaire, mais souffrant de troubles associés, des troubles variés. Ils sont médicaux, ils sont psychologiques, psycho-affectifs, cognitifs, ils sont familiaux, ils sont sociétaux, ils sont juridiques. Et évidemment, au cœur de ce dispositif, l'institution scolaire. Alors vous imaginez tous, pour travailler dans des collectifs, les difficultés qu'il peut y avoir à obtenir un minimum de cohérence dans un panel aussi varié d'intervenants. Vous connaissez cette tentation de chacun de tirer la couverture à lui. Vous en connaissez tous les travers de ces échanges pratiquement impossibles. C'est là qu'est née cette aventure dont je témoigne aujourd'hui. Il faut bien avoir à l'esprit que dans cette intention plurielle d'améliorer le sort de cet enfant en difficulté, on peut, in fine, arriver à générer de la souffrance auprès de l'enfant, de ses parents, et même de la souffrance auprès des professionnels qui se trouvent quelquefois contrariés dans leur mission, dans leur travail par d'autres services. La société forme des professionnels compétents, mais elle ne nous apprend pas comment travailler ensemble. Vous allez me suivre d'autant plus facilement dans le chemin que je vous propose, parce que vous avez tous connaissance de ces questions. Ce que nous avons tenté de faire se nommait faire de la clinique en partenariat. Mais pour faire de la clinique en partenariat, il s'est trouvé inévitable, à un moment, de faire la clinique du partenariat. Alors, voyons ensemble ce que l'on observe comme cause de difficultés de fonctionnement, que l'on peut quelquefois d'ailleurs nommer des symptômes lorsqu'ils conduisent à des dysfonctionnements chroniques. Eh bien, le premier, il est évident, c'est l'hétérogénéité des positionnements. Comment concevoir un travail collectif avec des corps de métier aussi différents que le médical, le psychique ou l'environnemental, le travail social? Il y a dans la conséquence de cette hétérogénéité un point majeur de ce cheminement qui est la question de la méconnaissance. Chacun travaille dans son précaré, chacun travaille conduit par sa mission, les impératifs de sa mission, dans une ignorance complète de ce que sont les impératifs de ses partenaires, de ce que sont ses méthodes, ses contraintes. Et donc, il y a là un problème qui est à l'origine de nombreux conflits. Vous connaissez tous ces réactions. Oh ben, s'il y a tel problème, ils n'ont pas fait, le service social n'a pas fait son travail. Il est toujours
facile d'externaliser les causes des dysfonctionnements. Oui, sauf que le service social, il a bien fait son travail, et ce qu'on attendait de lui n'est pas dans sa mission. Il y a le cloisonnement des services, donc, avec le manque de communication, et en particulier le manque de langage commun. Il n'y a pas de langage partagé et compréhensible à tous les acteurs, et en particulier à l'usager. L'usager. Eh bien oui, l'usager, notre société démocratique revendique de lui donner un statut d'acteur, le citoyen acteur. Cependant, est-ce si aisé que cela de permettre à une personne vulnérable, à une personne fragile, de prendre la parole et d'advenir en tant qu'acteur, susceptible de porter un discours qui soit suffisamment articulé pour permettre un échange avec l'expert. Il y a ensuite, nous avons donc à nous demander, mais comment permettre à cet usager, à ce citoyen, de devenir acteur, de lui permettre de prendre véritablement la parole. Il y a ensuite un autre facteur de turbulence. Il est une des conséquences de la méconnaissance. Ce sont les passions humaines. Vous connaissez tous les conséquences de ces tendances à la certitude, à la maîtrise, la rivalité entre des chefs de service, la rivalité entre des services. Il y a dans cette dimension-là une dimension majeure qui pervertit les capacités professionnelles de tous ces protagonistes. À ces facteurs, il faut en citer d'autres qui sont extérieurs. La contrainte économique. Vous savez qu'aujourd'hui, on impose dans les hôpitaux de rendre compte de l'action auprès du patient en termes chiffrés. Nous avons dans nos expériences, auprès de services hospitaliers, pu toucher du doigt la souffrance de ces personnels qui en arrivent à passer plus de temps devant les écrans, à remplir des logiciels plutôt qu'à être au chevet du patient. Il y a le discours managérial dans le même ordre, celui qui impose des référentiels, des protocoles qui sont pensés, élaborés dans des bureaux d'études parisiens, voire ailleurs, un discours qui méconnaît complètement les singularités locales. Il y a aussi les orientations politiques. Les orientations politiques de l'État qui imposent des changements aux dépens du terrain, créant des incohérences dans leurs applications. Et puis il y en a aussi un autre, qui est la contrepartie de l'usager acteur. Ce sont les traits liés à l'évolution sociétale. Elle concerne la demande. Si l'usager peut aujourd'hui se prévaloir d'être mieux informé, d'être plus exigeant, eh bien, au comble, il devient un consommateur de services qui va venir choisir le soin comme il va au marché. C'est à cet éventail de paramètres qu'il faut apporter des réponses. Alors, certaines réponses sont très simples, d'autres sont beaucoup plus sophistiquées. J'ai parlé de la reconnaissance mutuelle, j'y reviens. Vous avez compris que c'est une préoccupation constante. Eh bien, comme réponse à cette méconnaissance de nos partenaires, nous avons institué une règle toute simple, celle de la rencontre.
celle de la rencontre physique. Notre service allait se présenter aux nouveaux services intervenant dans notre partenariat et nous lui demandions de se présenter. Présenter les personnes, les formations, les statuts, les fonctions, les missions, les méthodologies, les contraintes, afin d'avoir une idée de ce qu'est véritablement l'action du service partenaire. Il nous est souvent rétorqué que ce temps que nous nous donnons à l'entrée, à l'initiative d'un nouveau partenariat est une perte de temps. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens sont, ce que nos financiers sont sots. On gagne un temps, alors que ce n'est pas la recherche, en tout cas on gagne une fluidité dans l'action qui est extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où on prend le téléphone, on sait à qui on s'adresse. À ce moment-là, très rapidement, lorsqu'il y a un problème, il est très rapidement dénoué. On est dans une relation d'humain à humain et les choses deviennent beaucoup plus faciles. Il y a d'autres réponses qui demandent une longue élaboration. Ainsi en est-il du diagnostic en extension qui répond à la question comment mettre en commun des savoirs différents sans les dénaturer. Eh bien, j'y reviendrai. Cette analyse institutionnelle s'est efforcée de répondre donc au cas par cas aux obstacles rencontrés. Au fil du temps, je vous le disais, nous avons forgé des instruments de navigation qui permettent de tenir le cap face aux turbulences. Elle a ainsi identifié, cette équipe a identifié 6 points critiques, 6 axes d'analyse. Dans son prolongement, elle va donc, ainsi que je vous le disais, mettre ces différents points en articulation. Ces axes ont été mis à l'épreuve dans des équipes du sanitaire, du médico-social, du social et du judiciaire. La question posée était la suivante: existe-t-il un processus qui permette de soutenir l'éthique d'un collectif et qui favorise les effets de cohérence? Je le répète parce que c'est la question qui est posée en exergue de notre association Pluriacte. Donc nous avons mis ces axes à l'épreuve dans des services hospitaliers, dans un centre hospitalier MGN, un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, un groupe dans la plateforme sociale de la ville de Gaillac. Nous avons ici un des représentants qui est à l'origine de ce partenariat. Nous l'avons mis en œuvre dans une consultation médico-psychologique dans la Drôme, et c'est ce qui donnera lieu à l'ouvrage qui s'appelle « L'agir pluridisciplinaire ». Ainsi donc ces 6 axes. Si l'on veut permettre, si un collectif, si une équipe a le vœu de revitaliser son action, si une équipe trouve qu'elle est un peu endormie, qu'elle est dans une routine, qu'elle a perdu précisément ce qui est à l'origine de son action, du sens de son action, eh bien, elle peut faire appel à Pluriacte et entrer dans un processus qui dure 7 mois, à raison d'une séance par mois. La première séance, c'est l'état des lieux. Bien évidemment, à partir du moment où on veut réinterroger
le fonctionnement d'un service, à partir du moment où on veut entrer dans un processus d'auto-réflexion, où on veut en interroger les fonctionnements positifs, mais aussi les dysfonctionnements, il est tout à fait indispensable de se livrer dans un premier temps à cet examen. Le deuxième point, c'est qu'avons-nous à partager un objectif commun. Vous savez que ce qui fait l'essentiel de la vitalité, de la dynamique d'un service, c'est que tous ces acteurs soient orientés vers le même objectif. Lorsqu'il y a une disparité dans la finalité, bien évidemment, les énergies se dispersent. Vous savez, l'exemple classique qui est donné, c'est celui de l'équipage d'un avion. Évidemment, l'objectif premier, c'est la sécurité. Le troisième axe, c'est permettre à l'usager d'être acteur, permettre aux citoyens d'être acteurs. Je vous l'ai annoncé, il est absolument essentiel que ce processus permette à celui qui était naguère un receveur passif des interventions des spécialistes puisse intervenir à titre le plus pertinent possible dans le dispositif. Le quatrième point, eh bien, c'est celui dont je vous ai déjà parlé 2 fois, c'est la reconnaissance mutuelle. Se connaître, se reconnaître, être reconnu. Je ne m'y attarde pas. Le cinquième concerne les modalités de l'échange. Comment travailler ensemble? Nous l'avons sous-nommé éthique de la parole. Éthique de la parole parce que les échanges entre professionnels sont souvent pris dans des rituels. Alors vous connaissez les staffs, les réunions de synthèse, les analyses de situation, les briefings, tous ces rituels que connaissent et que vivent toutes les institutions, qui très fréquemment se conduisent à l'échange de paroles creuses. Et donc, il est absolument nécessaire de réinterroger ce qui fonde une parole pleine, une parole qui engage. Le sixième axe, comment réguler les passions humaines? Éthique et réflexivité. Je vous l'ai annoncé auparavant, il est absolument essentiel que le collectif ait constamment des moyens de distanciation, des moyens qui lui permettent d'interroger son positionnement par rapport au collectif. C'est la réflexivité qui est la garantie de l'éthique. J'y reviendrai très longuement à la fin de mon exposé. Enfin, une 7e séance. La 7e séance invite les participants à faire le retour critique du processus qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'ils deviennent à leur tour acteurs. Est-ce que parmi ces 6 points, il n'en manquait pas? Est-ce qu'ils n'auraient pas envisagé le processus autrement? Qu'est-ce qu'ils ont à dire de la façon dont l'animateur, qui est toujours le même de bout en bout, a animé, a conduit ces rencontres? C'est-à-dire que les participants deviennent à leur tour acteurs du processus. Très rapidement, les enseignements de cette rencontre pluridisciplinaire. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une panacée universelle. Le processus auquel nous avons soumis, que nous avons proposé à des équipes et qui l'ont accepté, suppose l'engagement de l'équipe et de ses membres. À partir du moment, il y a dans les nombreux groupes, les 9 groupes que nous avons
avec lesquels nous avons travaillé, il y avait un service de PJJ. Ce service, le directeur du service était emballé par la démarche. Et il a inscrit son équipe sans leur demander leur avis. J'aime autant vous dire que les membres de l'équipe ont participé en freinant. Certains n'ont pas ouvert la bouche. Évidemment, il n'y a eu aucun effet. En revanche, les équipes pour lesquelles il y avait une adhésion de la part du personnel, il y a un centre de rééducation fonctionnelle qui a fait appel à nous d'autres fois, pour lequel ça a relancé la vitalité, le dynamisme de l'établissement. Au point de dire, ce cycle, ce processus, eh bien, il faudrait le faire tous les 2 ans, de façon à réactualiser, à relancer la dynamique collective. Alors, au bénéfice de ce processus, eh bien, il y a un échange authentique. Ces réunions permettent de redécouvrir le partenaire, de redécouvrir sa mission, de redécouvrir les difficultés qu'il rencontre, qui finalement sont les mêmes que les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup toute une solidarité, toute une reconnaissance qui est favorisée par cette rencontre. Il y a aussi un apaisement par rapport à la souffrance au travail. Ce processus est un appel à plus d'humanité. Nous pouvons à présent avancer dans la réponse à cette question: comment penser entre, au-delà et à travers, au-delà de nos différences. Vous allez m'accompagner dans le cheminement que nous avons suivi. Le problème, nous l'avons ainsi formulé: comment concevoir une démarche qui soutient l'acceptation de savoirs multiples sur un sujet commun? Comment mettre en commun des savoirs différents, parfois contradictoires? Comment mettre en commun des savoirs différents sans les dénaturer? Comment permettre à des acteurs formés à des savoirs cloisonnés de penser ensemble? Nous touchons là à la partie la plus délicate du travail collectif, parce que le projet doit expressément prendre en compte toutes les parties et le tout. Cet impératif nous a conduit à poser 2 principes. Le premier principe de l'échange n'est pas de débattre. Le premier principe de l'échange n'est pas de polémiquer, d'opposer des arguments. Le principe de l'échange consiste simplement à ouvrir un espace qui favorise la circulation des données, qui permettent la circulation des informations et des données respectives. C'est-à-dire que dans ce temps d'échange, chacun a la possibilité d'exposer sereinement le fruit de son expertise, de développer sa démarche dans un climat serein d'écoute des autres acteurs. Et bien sûr, chacun à son tour, ayant ce temps de pouvoir accéder le plus sereinement possible à la logique de l'autre. Ainsi, la conséquence, le fait de mettre en veilleuse des sujets de polémique, de s'abstraire de penser, c'est pas possible, rassurez-vous, d'essayer, de s'empêcher de juger, eh bien, on entre à ce moment-là dans le désir partagé de savoir.
Mon camarade ici présent ne cesse de me renvoyer Lacan dans la figure, parce qu'il subodore que je suis un agent du lacanisme et que, en conséquence, je trace ma route de lacanien. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que peut être une application de ce qu'a été la réflexion lacanienne. En vue de la transmission de son enseignement, Lacan avait instauré des petits groupes qu'il appelait le cartel. Vous avez certainement entendu parler des cartels. Les cartels, ce sont 4-5 personnes qui se réunissent autour d'une préoccupation commune et les membres de ce groupe viennent chacun avec leurs questions et le cheminement qui suivent, qui trouve un point commun d'échange avec les autres acteurs. Lacan avait imaginé comme structure pour animer le plus un. Le plus un, c'était celui qui, dans le cartel, assurait la responsabilité. C'était une responsabilité tournante, permettant à chacun à son tour de s'assurer qu'il y ait une conduite dans le groupe. Eh bien, le fonctionnement que nous avons mis en œuvre est complètement inspiré du modèle du cartel de Lacan. Voilà un exemple qui est loin d'être dans l'hermétisme de la sphère lacanienne. Donc, le second principe de l'échange, eh bien, il consiste à ne pas chercher à uniformiser. Il consiste à chercher à ne pas unifier. Nous savons que la pratique de la synthèse conduit à l'amalgame, à la confusion, à la perte de la singularité. Il est donc absolument essentiel de ne pas vouloir tendre vers un accord, de ne pas vouloir finaliser les choses. C'est un point qui est absolument essentiel de ce travail, qui est un travail en spirale, où au fur et à mesure des éléments nouveaux adviennent, qui font évoluer le processus, qui n'a aucune fin. Ainsi donc, notre façon de travailler va permettre de déployer toutes les problématiques en jeu, avec leur complémentarité, leurs antagonismes, leur continuité, leur discontinuité. Et nous nous trouvons là face à un étal qui favorise la plus large intelligibilité possible. C'est ça, le sens de ce que nous avons nommé le diagnostic en extension. Le diagnostic en extension, alors il est présenté et étudié dans le premier bouquin qui est publié chez RS. C'est développé très largement. Le diagnostic en extension est conçu comme outil fédérateur de l'ensemble des professionnels. Il permet à chacun de projeter son expertise sur un plan multidimensionnel. Dans cette configuration, chacun détient une part de la réalité complexe du sujet, en sachant que tous réunis, ils n'en détiennent pas la totalité. Parce qu'il y a toujours une part d'insaisissable, il y a toujours quelque chose qui restera hors champ. Le diagnostic en extension est l'acceptation d'un non-savoir partagé. Ça, c'est un terme lacanien. Un non-savoir partagé. C'est ce non-savoir partagé qui ouvre à un espace transversal d'élaboration. Ce diagnostic pluridisciplinaire nous donne une première exposition. Elle peut déjà d'ailleurs produire des effets. Mais si on veut vraiment stimuler, en faire un outil dynamique, eh bien il faut pouvoir le mettre en perspective. Nous concevons donc cette première saisie
comme un cliché, une photo, l'état de la connaissance de chacun à un moment donné, l'état des expertises conjointes à un moment donné. Cette saisie est portée à l'écrit dans un document du nom de analyse pluridisciplinaire ou analyse de situation. Pratiquement, pour être très pratique, un premier paragraphe expose l'objet de la rencontre, quel est le problème posé. Il aligne les différents protagonistes en présence. Ensuite se succèdent toutes les expertises en quelques lignes dans un langage commun, parce que ce langage doit être accessible à l'usager, au citoyen lambda. Donc chacun expose le point où il en est, avec éventuellement ses acquis, mais ses doutes, ses incertitudes, et la ligne qu'il se trace. Vous avez ainsi une succession de témoignages. À la fin sont posées les pistes qui se dégagent, les questions éventuellement qu'il faut faire rebondir, et à la fin, la parole est donnée à l'usager. L'usager, le citoyen, qui, in fine, peut interagir sur le dispositif. Ce texte est un bien commun. Il est le témoignage du discours tenu par chacun à un moment précis. Ce document fait unité et lien du cloisonnement des expertises. L'analyse pluridisciplinaire, avec ses plans juxtaposés, dit quelque chose de la question étudiée, ce que l'on peut affirmer, mais aussi ses zones d'ombre, ses contradictions et ce qui est insaisissable. Dès lors, faisons un pas de plus. Ce socle référentiel, témoin de la vie du collectif à un moment donné. Imaginez maintenant que l'on répète l'opération dans le temps. Eh bien, cette succession d'énoncés pluridisciplinaires va inévitablement produire des effets. Elle va dynamiser les points de vue et les échanges et entraîner des modifications. Il produit des effets sur les interventions elles-mêmes et il produit des effets sur les positionnements de ses membres. Il renvoie à chacun, c'est là l'effet en miroir, ce dispositif renvoie à chacun sa pertinence et ses manques. Il renvoie à chacun éventuellement les répétitions qu'il y a de l'un à l'autre. C'est un outil qui nous renvoie à la crudité de nos engagements. Il y a là un engagement de la parole, de notre diagnostic, qui dans le temps fait sens. Vous imaginez bien que lorsque, dans une équipe, une consultation médico-psychologique, une CMP, qui reçoit un enfant qui a des difficultés à accéder dans le monde symbolique, en disant « mais dans les comptes, il est là, il est en train de progresser, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver », la psychologue scolaire de son côté qui dit « ben non, moi je ne le vois pas avancer du tout ». Un an après, on se rend compte que finalement, les membres de la consultation dans les ateliers l'enfant en est toujours au même point. Il y a donc bien là quelque chose qui bute, et finalement, cette réalité, on n'y échappe pas. Notre processus ne permet pas d'échapper au réel de la chose. Nous sommes là dans un espace qui nous renvoie la réalité de notre fonctionnement. Donc, cet énoncé produit des effets parce qu'il suscite une conscience nouvelle du cas étudié dans sa complexité et surtout avec ses interdépendances.
Il donne à voir à chacun l'action dans son domaine, mais il révèle aussi des effets imprévus de son action dans les autres domaines. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, on prend conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être bien dans le sens de notre intervention, mais en même temps, on crée des dégâts dans le registre voisin. Donc, ce mode de travail met en relief ce qui dissonne, ce qui est contradictoire. Il offre une vision globale qui met en relief les interdépendances entre les parties elles-mêmes et entre les parties et le tout. Alors cette lecture en surplomb, elle stimule la prise de conscience du rôle de chacun. Vous l'avez compris, sur un plan instantané, sur un plan synchronique, elle offre une vision panoramique de l'ensemble, à un moment donné donc. Et sur un mode diachronique, eh bien, elle permet une lecture dynamique avec les facteurs qui sont, les éléments qui sont en progrès, ceux qui sont éventuellement en régression, et elle produit évidemment un réajustement des actions et des membres du groupe. Les outils que nous avons forgés permettent de penser ensemble les différentes expertises dans leur complémentarité, leur antagonisme, leur continuité ou leur discontinuité, en tenant compte des acteurs qui les pensent et qui les mettent en œuvre. Alors, je suis particulièrement honoré de parler à des personnes qui sont sensibles au travail de Morin. Et donc, chemin faisant, vous avez reconnu le principe dialogique qui met les expertises en boucle, qui n'ignore pas l'incidence de l'humain dans son déroulé. Vous avez reconnu le principe récursif par lequel la réflexion des professionnels agit sur l'objet qui en retour agit sur les professionnels, et le principe hologrammatique selon lequel les parties sont dans le tout et le tout dans les parties. Cette dynamique, je ne suis pas trop long, parce que je me demande... Non, ça va. Je suis dans le temps que j'avais prévu. À peu près. Donc, cette dynamique, elle se caractérise par un double changement de position. Le spécialiste n'est plus le centre ni le pivot de l'exploration. Il accepte de mettre en sommeil ses présupposés théoriques, intellectuels, personnels, pour laisser la place au discours de l'autre. Deuxièmement, dans le processus traditionnel, chaque expert pose son diagnostic à partir de sa spécialité. Dans notre modèle d'analyse transversale, chaque expertise n'est qu'un élément de l'ensemble et l'intelligibilité du problème nécessite un déplacement vers un niveau supérieur d'analyse, c'est-à-dire celui qui offre une vision panoramique avec toutes les interdépendances. La difficulté de transmission de cette démarche tient à la révolution de pensée qu'elle demande. Il n'est pas naturel de se mettre entre parenthèses. Il n'est pas naturel de faire fi de ce qui nous a constitués. Il n'est pas naturel de s'abstraire du monde qui nous constitue, dans lequel nous vivons. Comment entrer dans une logique différente de la nôtre? C'est la question que je me suis posée et à laquelle je tente de répondre dans le travail épistémologique qui sera édité dans les semaines qui viennent, qui s'appelle « La naissance de la transdisciplinarité ». Ce en quoi cette démarche ne peut s'épanouir que dans un espace collégial, grâce à un esprit constant de distanciation. C'est pour obtenir cette cohérence polyphonique
du collectif, eh bien, quelque chose qui permette le respect des rythmes et des rites de chacun. Comment, pour tendre dans ce que j'appelle cet état de grâce, eh bien, on ne l'obtient que lorsque chacun se reconnaît et est reconnu dans le processus. Notre aspiration à mieux travailler ensemble est sous-tendue par la reconnaissance de la différence, par l'acceptation de l'altérité. Dans cet exposé, je n'ai pas caché la fragilité de l'élaboration d'une pensée collective tendue vers un but commun. Nous sommes chacun victimes de nos croyances, de nos certitudes, de notre imaginaire, de la culture dans laquelle nous vivons. Notre aspiration à mieux vivre ensemble suppose un ajustement constant de notre positionnement par rapport aux usagers, par rapport aux collègues, par rapport à nos partenaires, mais aussi par rapport à notre profession, qui ne doit pas être vécue comme un dogme, et à la façon de l'exercer en tant qu'être humain faillible. Dans cet exposé, il ne vous a pas échappé l'omniprésence de la notion de réflexivité. Vous la trouvez dans le diagnostic en extension, dans les 6 axes, il est constamment imposé, et nous l'imposons régulièrement. À l'issue de chaque échange avec une famille ou avec des partenaires, à chaque fois, nous nous imposons un moment réflexif. Ce moment réflexif ne consiste pas à interroger le contenu de l'échange, qui sera étudié dans un autre temps, il consiste à interroger notre façon d'agir. Ai-je bien, avons-nous été corrects avec les partenaires? Est-ce que nous leur avons permis de développer leurs arguments? Est-ce que nous n'avons pas fait preuve de trop d'autorité, de trop de certitude? Nous faisons de ce moment réflexif un usage immodéré. C'est vraiment la signature de ce groupe qui s'appelle Pluriacte. À chaque étude, nous n'avançons des décisions qu'à partir en nous demandant quel a été le positionnement, quelle est l'analyse et le positionnement de notre interlocuteur. Donc la réflexivité, conçue comme un mode exigeant de pensée. L'expérience prouve que la pratique de la réflexivité n'est pas facile. Vous vous souvenez peut-être du vicomte de Bragelonne, lorsque Porthos vient de déposer un baril de poudre chez l'ennemi et qu'il repart en courant. À ce moment-là, en courant d'un seul coup, il se met à penser à ses jambes. Mais diable, qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus mes jambes. Mais d'un seul coup, il est à l'écoute de son corps. Il tombe. Et malgré les appels d'Aramis pour le faire réagir, eh bien, il meurt sous l'effet de l'explosion. Et Nietzsche de surenchérir, il n'est pas permis pendant l'événement de regarder de son propre côté. Tout coup d'œil se change alors en mauvais œil. Vous connaissez tous cette allégorie qu'on prête à Auguste Comte, je n'ai pas été vérifié si c'était vraiment lui. On ne peut pas passer dans la rue, on ne peut pas se mettre à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Eh bien pourtant, nous pouvons, je le prétends, parce que vous vous êtes tous vus passer à un moment ou à un autre devant une vitrine. Vous vous êtes vus passer, vous vous êtes dit « Oh là là, mais diable, comment je suis coiffé ce matin, comment je suis fagoté ?» Il y a donc bien quand même un effet en miroir de l'image qui nous est renvoyée. Le reflet n'est pas précis, mais quand même, il a un effet indéniable. Donc, il permet de nous interroger. Je veux, sur cette question de la réflexivité, dire 2 mots
néanmoins de ce qui est aujourd'hui en vogue dans les sciences de l'éducation et dans les écoles d'infirmiers, encore qu'en France on s'en méfie, c'est la notion de praticien réflexif, que l'on doit au Canadien Donald Schoen. C'est devenu la panacée d'un enseignement où l'on apprend, alors c'est pratiqué à l'école d'infirmiers de Sherbrooke en particulier, il y a tout un travail de Chantal Carat, c'est quelque chose que j'ai traité dans un article qui est paru aux éditions en Pan, le Caire au risque de la société libérale, où on apprend à l'élève infirmier à toutes les réponses qu'il va devoir donner. C'est en quelque sorte, pour aller vite, c'est un prêt-à-penser qui lui en dispense d'arriver à faire face à tout ce qu'il y a à improviser. Le praticien réflexif a été évidemment un outil qui est récupéré par le management parce que son souci, c'est la performance. Et ce que je tiens à dire, c'est que la réflexivité dont nous recommandons dans notre travail, elle a une autre source. On la trouve en particulier chez Husserl, qui introduit le mot d'autoréflexion dans la philosophie face à la crise des sciences européennes. Il appelle le scientifique à une nouvelle conscience du monde, un redoublement de la réflexion, une méditation sur nous-mêmes, une Selbstréflexion que l'on a traduit par autoréflexion. C'est dans le projet philosophique de Habermas que ce concept prend tout son relief dans l'agir communicationnel. L'activité réflexive à laquelle Habermas se rattache n'est pas une simple réflexion sur soi, elle interroge toutes les illusions idéologiques, toutes les errances dont on est victime. Et ce n'est pas pour rien que Habermas cite Freud dans son inspiration, dans le sens où le temps de la cure est une séance d'analyse est un temps d'autoréflexion. Et alors, quand même, ici, je veux citer Morin, être sujet, écrit-il, cela veut dire se savoir par principe égocentrique, ethnocentrique, capable de voir ses jugements déviés ou perturbés par sa propre affectivité, ses propres craintes ou ses propres désirs. Ainsi souligne-t-il notre auto-égo-ethnocentrisme. Ai-je assez contrôlé mes projections, vérifié mes pulsions? La culture réflexive est, pour moi, indissociable de la pensée complexe, dans le sens où elle ne dissocie jamais l'acte de celui qui en est l'acteur dans son intime. La réflexivité définie ainsi ouvre une voie qui permet de vivre ensemble correctement. Je veux citer Paul Ricoeur parce qu'il a une belle formule sous le vocable, la phénoménologie évidemment. Ulrich Beck, au niveau de la sociologie, la société du risque, est un excellent exemple de la façon dont une action dans un certain domaine va avoir des méfaits sur un autre domaine latéral. Bon, vous connaissez ça très bien. Donc, Ricoeur dit, sous le vocable réflexivité, l'accent est mis sur le mouvement par lequel l'esprit humain tente de recouvrer sa puissance d'agir, de penser, de sentir, puissance en quelque sorte enfouie dans les savoirs, les pratiques, les sentiments qu'il extériorise par rapport à lui-même. La mise en œuvre de la réflexivité est inscrite dans le lien social. Pratiquée en termes de dynamique hétéro-réflexive, elle est une clé à la quête transdisciplinaire d'émancipation collective. Nous pouvons à présent, nous sommes outillés pour essayer de répondre
d'éclairer le processus de pacification qui s'est développé en Afrique du Sud à l'initiative de Mandela. Donc, lors de ce discours de février 90, Frédéric de Klerk annonce « L'heure de la négociation est arrivée ». Mandela a gagné sa liberté et il va y avoir 4 ans avant les élections démocratiques. Mandela sait qu'il doit donner du temps à son adversaire, ce qu'il fait, et nous savons, les documents ne manquent pas, que son protagoniste en usera de façon complètement déloyale. Mais j'ai parlé d'objectifs communs. Alors la première question, qu'est-ce que ces 2 hommes partagent vraiment? Il est absolument évident que l'objectif de Klerk dans la négociation est de gagner du temps en espérant qu'il y ait des incidents qui surviennent et qui discréditent les mouvements de l'ANC. D'ailleurs, il n'hésite pas à former des Zoulous pour aller attaquer d'autres ethnies, de façon à créer le trouble. Mandela n'est pas dupe de tout cela, même s'il a toujours tendance à voir le bon côté des gens. Lui, Mandela, donc le projet de De Klerk, c'est de maintenir le pouvoir blanc à la tête de l'Afrique du Sud. Le projet de Mandela, c'est l'avènement d'un État démocratique multiracial, un homme, une voix, avec cette place aux citoyens, acteurs dans un État démocratique. Ce qui va néanmoins sceller le lien entre ces 2 hommes, je me suis replongé dans les... C'est le fait que dès 1982, l'Afrique du Sud commence à être boycottée. Elle commence à être mise à l'index. Les pays avec lesquels elle fait du commerce commencent à s'en éloigner. Donc l'Afrique du Sud ne peut plus faire de commerce avec des États qui lui étaient proches. D'autre part, les États-Unis commencent à désigner, à prévoir des sanctions contre l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que De Klerk n'a pas d'autre choix, compte tenu de l'isolement dans lequel il est en train de mettre son pays et de la faillite à laquelle il le conduit, il est contraint d'aller vers une négociation. C'est donc le point, je dirais, qui est commun aux 2, c'est quand même de sauver l'Afrique du Sud, de la maintenir à flot d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la formulation politique du projet. La reconnaissance de l'autre. Le temps, ce sont ces 27 années d'incarcération dans la prison de Robben Island, ces 27 années de prison, 27 années durant lesquelles Mandela va apprendre la langue de l'ennemi. Il va apprendre l'africain. Il va apprendre des poèmes. Il va lire, il va se familiariser avec la littérature des afrikaners. Et à ses camarades de détention, qui sont étonnés, mais qu'est-ce qu'il... Oui, demain, nous devrons vivre ensemble. Nous devrons nous comprendre. C'est-à-dire qu'il y a, de la part de Mandela, cet effort magnifique. Il dépose la haine à ce moment-là qu'il a. Sa haine, il la déplace sur les structures qui ont permis de créer l'apartheid. Et c'est absolument étonnant parce qu'il finit, avec les geôliers, certains sont illettrés, il finit par leur apprendre des choses, il parle l'africain avec eux. Il y a toute une sympathie qui se crée dès cet espace-là. Et
lorsque Mandela rencontre les délégués du pouvoir blanc, il en sait plus qu'eux sur leur histoire. Et il leur apprend, ils échangent. Quand ils rencontrent Botha, quand ils rencontrent... Ils ont des échanges sur les cultures. Il leur apprend qu'ils ont été courageux, les Boers, face à l'anglais, qu'ils ont à être fiers aussi, à leur façon, de leur histoire. C'est-à-dire qu'il faut revaloriser ce qu'est. Ils sont africains au même titre que les Noirs d'Afrique du Sud. C'est cette dimension-là de reconnaissance mutuelle que cultive Mandela. Il y a la question de l'éthique de la parole. Alors là, il y a un bel épisode. En 1992, alors que les délégués de l'ANC et les délégués du pouvoir blanc sont en négociation, étudient les textes, le cheminement qu'ils vont devoir poursuivre, de Klerk, la veille de la convention, de Klerk demande à Mandela de prendre la parole en second. Bon, Mandela parle avec ses camarades, et puis il hésite, et puis il dit bon, qu'ils prennent la parole. Et Mandela fait son exposé, de Klerk fait son exposé, et quelle n'est pas la surprise de Mandela de voir qu'il met en doute l'ANC. Il met en doute la légitimité. Est-ce qu'ils seront capables de tenir leur parole? Est-ce qu'ils sont fiables? Qu'est-ce que l'on peut leur apporter comme crédit dans ces négociations? Et alors, Mandela est absolument saisi. Il est, lui, qui s'est accoutumé à se maîtriser, parce que c'est quelqu'un de fougueux à l'origine, hein, c'est quelqu'un qui est passionné. Eh bien, il va se saisir du micro et il va l'accuser de... Je ne sais pas si je le retrouve. Même le chef d'une minorité illégitime et discréditée ne lui donne aucune excuse pour ne pas respecter ses critères moraux. Mandela rappelle que l'initiative du processus de négociation de paix, c'est l'ANC qui l'a eu, ce ne sont pas les Blancs. Et donc, alors, il existe des images, je les ai vues, je les ai vues qu'une fois, où, à ce moment-là, interpellé de cette façon-là, de Klerk regarde ses chaussures. Il y a vraiment ce moment où on sent toute la force de ce qu'est la parole que l'on engage. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Bon, Mandela est un personnage absolument admirable. Le dernier point, c'est la réflexivité. Eh bien, la réflexivité, elle est omniprésente dans la conduite de Mandela. Dans sa cellule, ce sont ces moments de distanciation qu'il s'octroie, qu'il s'impose, pour se positionner au mieux par rapport à ses interlocuteurs lors de leur rencontre. Mandela ne donne jamais une réponse à chaud. Il demande toujours le temps de retourner dans sa cellule, de réfléchir, si ça lui est possible de consulter ses camarades de détention avant de donner la réponse. Mandela, en avançant, est toujours soucieux de son interlocuteur. Il sait que si il humilie de Klerk, le processus de paix va capoter. Il est donc absolument essentiel, même s'il n'est pas dupe, que son adversaire triche, qu'il est dans l'attente du faux pas. Eh bien, il va lui ménager ce temps. Il dit à ses camarades, il faut qu'il ait le temps de convaincre son clan, il faut qu'il ait le temps de réduire l'influence des factions d'extrême droite qui agissent. Et donc, tout le long, il lui ménage cet espace.
J'ai revu, là, pour vous, tout ce parcours, et j'ai été à nouveau étonné par les points de convergence entre le processus que nous avons longuement bricolé, l'objectif commun, le citoyen acteur, la reconnaissance mutuelle, l'éthique de la discussion, la réflexivité. Si l'aspiration à penser l'ensemble, s'offre comme un horizon désirable, elle nous fait redouter le mythe de Sisyphe. J'ai vu d'ailleurs qu'il était omniprésent dans les travaux, dans les travaux de l'université. Pourtant, Mandela nous montre que d'être utopie, cette aspiration n'en est pas moins réaliste. Elle est propre à nourrir le chemin de la métamorphose que nous cultivons ici. Merci beaucoup, Alain. Je pense que ton propos aura fait écho chez beaucoup d'entre nous.